chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Merci de nous pratiquer chez vous sur la télévision nationale. Aujourd'hui, le coup de projecteur de l'émission École guinéenne est axé sur le déroulement des cours du collège général Noumandjan Keita de Danko Senka. Alors, chers téléspectateurs, vous serez tout à l'heure avec les élèves de collège, la 7e et la 8e, qui vont prester sur un thème crucial intitulé « Conducteur et isolant ». Et j'espère bien que vous trouverez du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Bonjour mes chers amis et invités. Bonjour messieurs. Je me nomme Aimé Fangamou de la 7e année du groupe scolaire Noumandjan Keita. Si vous me voyez aujourd'hui présent devant vous, c'est concernant notre exposé en physique qui nous a été confié par notre brave, courageux et appréciable professeur. Il s'agit tout simplement de M. Charles. Je vous prie d'applaudir pour lui. Concernant la présentation de mon groupe, j'ai l'honneur de vous présenter ma camarade qui s'appelle tout simplement Marie Yawa Kamara. Je vous prie d'applaudir pour eux. Nous commençons le cours. Qu'est-ce que vous voyez dans mes mains? Oui, monsieur. Un isolant est toute substance qui ne conduit pas le courant électrique. Qui peut donner une autre définition par sa manière? Un isolant est tout corps qui ne peut pas conduire le courant électrique. Un isolant, c'est un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Maintenant, qui peut me donner un exemple d'un isolant? Bois. Le bois. Quelle sorte de bois? Bois sec. Qui aussi? Le plastique. Nous allons écrire d'abord la définition d'un isolant. Un isolant est un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Mes chers amis, qui peut me définir encore un conducteur? Un conducteur est toute substance qui conduit le courant électrique. Qui peut donner une définition à sa manière? Un conducteur est tout corps qui conduit le courant électrique. Bien. Nous allons écrire la définition d'un conducteur. Bien. Pourquoi les isolants ne conduisent pas le courant électrique et alors que les conducteurs conduisent le courant électrique? Pourquoi? Bien. Pour trouver à cette réponse, nous allons procéder à une étude comparée des structures isolants et conducteurs. Les structures isolants et conducteurs. Qui peut me donner la définition du courant électrique? Le courant électrique est l'alignement ordonné des électrons. Qui aussi? Très bien. Le courant électrique est le déplacement ordonné des électrons. Ici, nous avons dit dans la définition du courant électrique que le courant électrique est le déplacement ordonné des électrons. La structure d'un isolant. Ici, c'est la structure d'un isolant.
Tout le monde sait qu'un isolant ne conduit pas le courant électrique, n'est-ce pas? Ici, les électrons sont notés ici à E-. Maintenant, les E- là, les E- sont liés au noyau. Normalement, les E- là doivent circuler pour qu'il y ait courant. Mais les E- là sont liés au noyau, liés, captés, serrés au noyau. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit que ici, électrons liés au noyau. Ici, c'est la structure d'un conducteur. Ici, la structure d'un conducteur. La structure d'un conducteur, ici, les électrons ne sont pas liés au noyau. Les électrons sont libres. D'autres peuvent aller en haut, d'autres peuvent aller en bas. Ils peuvent aller là où ils veulent. Ils peuvent se déplacer. C'est pour cela qu'on dit ici que ces électrons sont libres. Quand les électrons sont libres, ils peuvent produire le courant électrique. Maintenant, après la comparaison de ces deux structures, que pouvons-nous dire? Après la comparaison de ces deux structures, qui peut me donner la conclusion de ça là? La comparaison de deux structures. Après la comparaison, nous pouvons dire que la non-conductibilité des isolants est due aux électrons qui sont liés au noyau. Parce que si les électrons ne se déplacent pas, il n'y aura pas d'électricité. Alors que au niveau des conducteurs, nous voyons que les électrons se déplacent de temps à autre. Et là, il y aura l'électricité. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les isolants et les électrons. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, la conclusion que nous pouvons tirer ici est que, après la comparaison, nous pouvons dire que la non-conductibilité des isolants est due aux électrons liés au noyau, alors que les conducteurs possèdent des électrons libres qui assurent la circulation du courant électrique. Mes chers amis, c'est la fin de mon exposé. Maintenant, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Merci. Les questions, s'il vous plaît. Pourquoi les isolants ne conduisent pas le courant électrique? Comme on le voit ici sur la structure des isolants, c'est parce que les isolants sont liés à leur noyau. Ils ne peuvent pas conduire le courant électrique. Comme on le voit ici, comme nous le voyons là, nous voyons que les électrons sont liés à leur noyau. Petit n ici signifie le noyau. Donc ceux qui sont fixés au niveau du noyau, ce sont des électrons. Donc ces électrons-là sont liés au noyau. Donc il n'y aura pas d'électricité. Alors qu'au niveau des conducteurs, nous voyons que les électrons se déplacent de temps à autre. On dit que l'eau conduit le courant électrique, non? Pourquoi ça? On dit aussi que l'eau conduit le courant électrique. Mais quand on dit que l'eau conduit le courant électrique, ce n'est pas les eaux traitées comme par exemple les eaux pures, les eaux Koya que nous buvons. Ceux-ci ne peuvent pas conduire le courant électrique parce qu'ils ne sont pas composés d'ions. Car quand il y a des ions dans de l'eau, comme par exemple les eaux de mer, les eaux de marigot, ceux-ci peuvent conduire le courant électrique. C'est quand il y a la présence des ions dans cette eau, donc ils peuvent conduire aussi le courant, ils peuvent conduire l'électricité. C'était ça la question. Il y a une autre question? Pourquoi l'homme est un conducteur de courant? L'homme est un conducteur de courant. Dans l'organisme, nous avons quelque chose à nous. On dit que nous avons du sang, n'est-ce pas? En biologie, on dit que le sang contient du plasma. Ce plasma-là, on appelle ça de l'eau. Donc, l'eau attire le courant, n'est-ce pas? L'eau est un conducteur de courant, non? Comme on vient de l'expliquer, parce qu'il contient des ions, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si nous disons que l'homme est un conducteur du courant, c'est parce que nous avons dans le sang
le plasma. Le plasma, c'est de l'eau. On appelle ça en biologie plasma. Comme par exemple, il y aura de la sueur sur la main, n'est-ce pas? Quand il y a l'épuration des reins, il y aura de la sueur sur tout le corps. La sueur qui coule là, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Ce sont les déchets rejetés par les pores. Donc, c'était un peu ça aussi. Il y a une autre question pour une autre personne? On dit que l'homme conduit le courant. Pourquoi pas les oiseaux? Quand les oiseaux s'assoient sous les poteaux comme ça, pourquoi est-ce que le courant électrique ne conduit pas sous eux? Alors, si je comprends bien, elle peut dire par là que lorsque un oiseau est assis sur des hautes tensions, alors pourquoi il n'y a pas d'électricité? C'est parce que au niveau des pattes des oiseaux, nous voyons qu'il y a comme par exemple des trucs de protège, comme des protèges qu'ils ont fabriqués pour les hommes maintenant. Les gaines, oui, ils ont ça sur leurs pattes, donc c'est naturel pour eux. Ils peuvent même s'asseoir sur des poteaux, des grands fils, de haute tension, oui, mais ils ne transmettent pas le courant. Le courant électrique ne peut pas passer car leurs pattes sont protégées. Oui, des fois, ça dépend de la tension des fils aussi. Oui, c'est pas dans tous les cas. Des fois, s'il y a de hautes tensions, ça peut aussi jouer sur eux. Alors, si le cher, M. Serge a quelques améliorations à faire, il peut essayer de d'élucider un peu le public qui nous regarde. Ok, je tiens à remercier mes élèves qui ont brillamment exposé. Et je crois que je suis content parce que les enfants ont fait quand même des recherches. Donc je vais essayer d'élucider les camarades qui les regardent. Alors, tout à l'heure, ils ont exposé ici sur les isolants et les conducteurs. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est au niveau de la recherche qu'ils ont fait sur les structures. Là, j'étais vraiment content. Avec les définitions, ils sont venus avec quelques matériels qu'ils ont préparés. Les camarades ont pu définir. Bien. Maintenant, je vais essayer de reprendre de façon très rapide le travail que les enfants ont fait. Et ici, on a dit qu'un isolant, il a montré un fil et une corde en plastique. Donc, les autres ont fait la différence. Donc, je crois que tout le monde a retenu que tout corps qui ne conduit pas le courant électrique est un isolant électrique. Isolant, on précise, il fallait préciser. Isolant électrique, il y a des isolants thermiques contre la chaleur. Donc ici, ils ont cadré la définition que un isolant est un isolant électrique, il fallait le dire, un isolant électrique est un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Un conducteur électrique est un corps qui conduit le courant électrique. Donc il fallait toujours ajouter le terme électrique, puisque vous parlez d'isolant électrique, vous parlez d'électricité. Bien. Alors, à ce niveau-là, on a parlé il a posé une question qui a un peu résumé le cours. Il dit pourquoi les isolants ne conduisent pas le courant, tandis que les conducteurs, eux, facilitent la circulation du courant. Bien. Alors, quand on parle de circulation du courant, quelqu'un a donné une définition ici. Il a dit que le courant est un déplacement ordonné d'électrons. Bien. Alors, dans cette structure, par exemple, la structure des isolants, qu'est-ce qu'on remarque? Ces électrons-là sont fixes. Ils sont fixés à leur noyau. Et quand il y a fixation, il n'y a pas de mouvement. Et pour qu'il y ait courant, il faut un mouvement. Donc, c'est ça la différence. La différence est surtout au niveau du mouvement des électrons. Conducteurs, les électrons sont en mouvement. Isolants, les électrons sont fixés au noyau, donc ils ne bougent pas. Je crois que tout le monde a bien compris. Bien, maintenant ici, avec le schéma qu'il a fait, il a ajouté des flèches. On voit que tous les électrons ne vont pas dans la même direction, n'est-ce pas? Et pourquoi ça? Tout simplement, quand un conducteur n'est pas connecté à une source de courant, qu'est-ce qu'on remarque? Ces électrons-là se déplacent dans tous les sens. Mais dès qu'il y a une source de courant, on observe tout de suite un mouvement ordonné, c'est-à-dire ils suivent tous
la même ligne. Ils vont suivre tous le même chemin, c'est-à-dire pour faire passer le courant électrique d'un point A à un point B. On est d'accord? Bien. Alors, monsieur, vous êtes un professeur aguerri. Non, c'est bon, vous êtes un professeur aguerri. Oui. Mais est-ce que vous avez fait foi aux pratiques pour que les enfants comprennent? Comment est-ce qu'il peut savoir est-ce que ce matériau conduit le courant? Est-ce que tout d'autres là ne conduit pas le courant? Est-ce qu'il y a fait d'exactions? Pour répondre à votre question, là, il faut procéder à un test pratique. C'est-à-dire, vous prenez le matériel isolant et le matériel conducteur. Vous allez faire un circuit électrique simple. Dans le premier cas, vous pouvez insérer un conducteur, mais avec une lampe témoin. Alors, circuit électrique simple, nous avons la lampe. Après la lampe, on a quoi? Les élèves, vous répondez. On a le générateur de courant. Après, nous avons l'interrupteur. Voilà. Et ça, c'est les fils électriques. Alors, pour tester l'isolant ou le conducteur, c'est la lampe qui servira de témoin. Ici, le circuit est fermé, donc la lampe doit s'allumer. Maintenant, quand j'insère par exemple un corps à plastique ici, la lampe va s'éteindre. En ce moment, si la lampe est éteinte, c'est que le matériau qui est là ne conduit pas le courant. Parce que le courant a un mouvement contraire à celui des électrons qui part de plus vers moins. Voilà, le courant part de plus vers moins. Donc, une fois que si le circuit n'est pas respecté, s'il n'est pas fermé, si le sens de parcours n'est pas complet, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle ici qui empêche la circulation du courant. Donc, le matériel là, on va le classer au rang des isolants. On prend un autre matériel qu'on insère dans ce circuit. La lampe s'allume. On conclut que ce matériel là est un conducteur de courant. Pourquoi? Parce qu'il permet au circuit de se fermer. On est d'accord? Donc, monsieur, pour répondre à votre question, c'est cette expérience que je devais faire avec les enfants. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La conductivité dépend de quoi? La conductibilité, bien, la conductibilité dépend du matériau. Et si on tient compte de la nature des matériaux, est-ce qu'il n'y a pas une référence par rapport à ça? Bien, par rapport à la nature des matériaux, bien sûr, ça c'est la première condition. Parce que, par exemple, les enfants ont cité les conducteurs, mais regardez. On va donner quelques exemples, des exemples de matériaux. Bien. Exemple de fer. Hein? Voilà. Mais, parlant de conductibilité, regardez par exemple les fils qui sont utilisés. On a des fils en aluminium et des fils en cuivre. C'est pour vous dire que ces corps-là conduisent mieux le courant que les autres. Donc, la conductibilité dépend de la nature du matériel. On est d'accord? Et par rapport à la résistance, on dit par quelque part, plus la résistance d'un matériel est élevée, et moins le courant, et moins il conduit le courant électrique. Bien. Pourquoi ça? Alors, vous savez, tout conducteur de courant électrique oppose une résistance au passage du courant. Alors, si le courant qui arrive ne peut pas facilement traverser le matériel, il va donner un courant un peu plus faible. La plus grande partie sera retenue et la plus petite partie sera cédée. C'est un peu ça. Très bien, très bien. Applaudissez pour ce monsieur. Je pense que c'est pas continué. On Ouais. continue au niveau aussi à des questions. Ok. Est-ce que l'or conduit aussi le courant? L'or. Bon, si l'or doit conduire le courant, mais ça sera faiblement. Oui. Eh bien. Et toujours par rapport aux supraconducteurs, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, les supraconducteurs, ce sont des conducteurs qui conduisent le courant sans aucune résistance. Là, ils conduisent facilement. Ouais. Vous pouvez donner un exemple par rapport à ça? Bon, Vous prenez le système utilisé sur les trains à grande vitesse. ouais, le TGV. Oui. On utilise. Oui. Bien. Alors, monsieur, tout n'est pas rose. Vous allez essayer de parler un peu par rapport aux conducteurs électriques qui sont liés avec les liquides. Bien, les conducteurs électriques,
Bien, donc les enfants ont cité l'eau comme étant un conducteur. Et celle qui est intervenue a parlé des ions. Bien, alors là, on va un peu se glisser vers la chimie. Quand on prend par exemple les solutions, par exemple l'eau, elle a donné des exemples, l'eau de marigot, mais il y a des solutions qui peuvent être, il y a des solutions neutres. Ces solutions-là ne peuvent pas conduire le courant. Donc pour qu'il y ait conductibilité d'un liquide, il faut qu'il y ait la présence des ions. C'est comme quand on fait l'électrolyse d'une solution. Le courant est assuré par quoi? La circulation du courant est assurée par quoi? C'est par la double migration en sens inverse des anions et des cations. C'est ce qui fait que vous avez le passage de ce courant à travers le liquide. Comme on a parlé tout à l'heure des exemples au niveau des conducteurs, le fer, l'acier, l'aluminium, l'argent, est-ce que le graphite fait partie de cette famille? Bon, le graphite est un élément essentiellement composé de carbone. Donc, le carbone ne conduit pas le courant. Prenez un exemple, la mine de crayon. La mine de crayon est faite de carbone. C'est quand vous réalisez l'expérience, vous allez voir que le courant ne passe pas. Donc, le graphite ne peut pas conduire. Général Noumandien Keita. Alors, il est question de faire une petite rubrique sur les astuces. Bien. Alors, vous avez 5 plus 5 plus 5. Est-ce que cela égale à 550? Alors, qui peut deviner cette réponse? Avec un seul tiret, vous avez la réponse 50-50. Oui. Mais Noumandien Keita, Général Noumandien Keita, vous devez trouver cette réponse. Elle est plus simple. Alors qu'est-ce que vous voulez? Avec un seul tiret, dans cette somme, vous trouvez 550. Quel est ce qui est composé? Où est-ce qu'il faut mettre ce tiret? Un seul tiret. Oui. Bien, tu peux venir là. Alors, à 5 plus 8 est égal à 50-50. C'est faux. Alors, c'est faux. C'est faux. Qui d'autre? Qui peut? Oui. C'est où est-ce qu'on doit mettre là? Oui, vous pouvez passer. Venez. Attendez. Oui, il faut être intelligent, il faut savoir voir. Oh, non. C'est pas vrai. Vous avez la crainte. 5 plus 15 plus 5 est égal à 50-50. C'est faux. Oh. Alors, regardez. Ouh, il fait ce malin. Suivez. Un seul tiret. C'est combien? Donc, c'est combien? 545 plus 5, c'est combien? Applaudissez pour vous. C'est compliqué. Hein? Un seul tiret pour trouver cette réponse. 27 ans. Comment calculer rapidement? 100. Tu me poses la question. 114 plus 27. Comment est-ce qu'il faut trouver cette réponse? Rapidement. Hein? 114 plus 27, c'est combien? Oh ben. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Monsieur, vous avez? La réponse, c'est combien? La réponse? Oui. C'est 101. 101, n'est-ce pas? C'est 101 la réponse. Bon, comment trouver facilement? Vous savez, souvent, il y a des émissions qui passent sur TV5 où on peut deviner souvent la réponse, n'est-ce pas? Alors, la méthode, c'est quoi? Je fais comme ça, tout simplement. 74 est formé de combien? 70 plus 4, non? Je fais du 70 plus 4. 27 égale à quoi? 20 plus 7. 20 plus 7. 20 plus 7. Ça, c'est calculé de façon performante. C'est ça. Vous avez vu ça dans mathématiques?
Alors, qu'est-ce que je fais? Tu prends 20, 70 c'est 20. Je dis 70 plus 20, à part, plus 4, plus 16. Et c'est difficile ça. L'addition est commutative. Alors, 70 plus 20 donne combien? 90. Ici, ça donne combien? 7 plus 11. 11 plus 90, c'est combien? 101. Ah, c'est rapide, non? Applaudissez pour vous-même. Je prends encore, je vais prendre une autre valeur. Hein? On va prendre, pour ça, c'est simple. Cette fois-ci, c'est un peu plus, vous allez essayer de faire tourner un peu la tête, trouver la réponse. Vous avez un cadeau, vous avez des cercles qui sont là. Ils ont peur. Très bien. Vous avez, vous devez remplir avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites de telle sorte que les carreaux, les carrés, soient la différence des chiffres des cercles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire le chiffre que tu mettras ici, si je prends par exemple ici 4. 4 égale à quoi? 5 moins 1. Vous avez compris? Les chiffres qui doivent être là, du carré, doivent être la différence des deux. Si je prends ici aussi, là, le chiffre que je mettrai ici, c'est la différence des deux. Ce que je dois mettre, c'est la différence des deux. Par là aussi, ça doit être la différence des deux. Alors, qui peut passer au tableau? De 1 à 8. On ne prend qu'une seule fois le chiffre. Alors, à vous. Donc, bon, il s'agit de placer les chiffres de 1 à 8 dans les carrés et les 5 représentent la somme. Les 5 représentent quoi? La somme de quoi? Des chiffres, n'est-ce pas? C'est-à-dire le carré qui est là, c'est la différence. Des éléments de son ensemble. J'espère que c'est bien compris. C'est bien saisi? Alors, oui. Oh. Ça tourne. Ouais, ça met tout le monde en méditation. Tu as déjà pris un. Je vois que certains ont pris déjà le bic. Tu as pris un déjà. Depuis côté, suivez, vous voyez, monsieur, il y a le faire que prend le ballon et le bic pour écrire. Vous calculez déjà. Ah. Ça va être 3 minutes. Vite. Ah bon, tu n'as pas bu. C'est fini, ton temps est écoulé. Tu peux passer. Ouais. Viens le voir. Regardez. Qu'est-ce qu'il faut vous trouver? Tu as vu? Ah oui. Ouais, mets-toi. Oui, quoi? Oui. Non, maintenant on va essayer de traiter rapidement. Il est trouvé. Passe ici. C'est un magasin. Si c'est un magasin qui trouve, là, chapeau pour lui. Applaudissez pour lui d'abord. Bien que... Travail. Quoi? 7 moins 2, est de là égale à 3. 5 égale à 1 moins 4, c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Mais applaudissez pour lui au moins. Alors, nous allons procéder au remplissage. Suivez. Je commence par 7. Je prends 7. Je mets 7 ici. Suivez, je mets 7 là-bas. Regardez. 7 égale à, dans 6 à 7, combien moins combien donne 7? Hein? 8 moins 1, non? Oui. Alors, 8 moins 1 donne combien? 7. Ou bien? C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Très bien, c'est pas fini. Je viens encore ici, je mets, attends, je vais essayer de barrer ça. Il est fini avec 7, 8. N'est-ce pas?
Je prends quoi? Je prends quoi maintenant? Je prends 3. 3. 3 égale à quoi? Combien moins combien donne 3? Je mets 2 ici. Hein? 2 moins combien donne pour trouver 3? 5, n'est-ce pas? On n'a pas pris 5 d'abord. Ou bien? Si on a 2 dans 5, ça reste combien? 3, non? Allez, et par là maintenant. 8, 2. Donc ça reste combien? Ça a touché 6. On n'a pas barré l'autre d'abord. 5. C'est comme 2 et 6, 5. 2 est pris une seule fois. 2 est déjà barré. 5, où c'est tout 5? On a barré ça déjà, n'est-ce pas? Après, par là, 2. 2 autour de 8, ça reste combien? 6. Je mets combien ici? 6. 1 moins 5, ça reste combien? 4. C'est ce qu'il fallait trouver. Alors, 6 égale à quoi? 8 moins 2. 4 égale à combien? 1 moins 5. 7 égale à combien? 8 moins 1. 2 et 3 égale à combien? 2 moins 5. Est-ce que ça c'est compliqué? J'espère que c'est bien compris. Hein? C'est bien compris? Donc, bien. Avant qu'on se sépare, je vais donner une dernière astuce qui est la méthode japonaise. Qui n'a pas vu la méthode japonaise? Hein? La méthode japonaise. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Oh, mais non. Oh. Mais attention, monsieur Serge qui aussi vous a montré ça, non? Donnez. Un nombre. 15. Je prends 15. Fois combien? Fois 4. C'est trop aussi. On va prendre combien? Fois 13 par exemple. Hein? 15 fois 13. 15 fois 13. Je vais poser l'opération. 15 fois 13. 3 fois 5 c'est combien? 13. 3 fois 1 c'est? 3. Plus 1 c'est? Une fois? C'est combien? 195 la réponse. Oh, je me pose la question. Alors qu'est-ce qu'il faut pour trouver cette réponse avec la méthode japonaise? À l'école primaire, on m'a appris à compter avec quoi? Avec les bâtonnets, non? Ah, 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. Ou bien on ne nous a pas appris avec ça, M. Serge? N'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Je vais essayer de voir. Il y a combien ici? 1. 1 bâtonnet. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a là? 1 bâtonnet. 1 bâtonnet. 2 bâtonnets. 3 bâtonnets. 4 bâtonnets. 5 bâtonnets. N'est-ce pas? C'est fini, non? Qu'est-ce qu'il y a là? La multiplication suivi quoi? L'intersection des droites. La rencontre des deux droites. C'est pas si compliqué. En 7e année. Oh, alors c'est super. Alors les deux droites doivent faire. Qu'est-ce qu'il y a là? 1 bâtonnet. Ou bien 1 bâtonnet. Qu'est-ce qu'il y a? 3. 1 bâtonnet. 2 bâtonnets. 3 bâtonnets. Donc, il faut trouver là. Je fais quoi? J'essaie de toucher quoi? Les points d'intersection. Là où les deux droites se rencontrent. Hein? À gauche, à droite et au milieu. À gauche. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'écris? Non, j'écris 5. Je le tiens. 1. Je garde d'abord 1. Ou bien, qu'est-ce qui reste? La ligne, non? La ligne. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1. 9. Et à droite, qu'est-ce qu'il y a là? La réponse c'est combien? Oh. Alors, ça c'est la méthode japonaise. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre attention depuis Numpunka, Nord-Sova et à Poligny. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir où que vous soyez au monde. Merci, à tout à l'heure.
guinéenne. École guinéenne. Vive l'école guinéenne. Vive l'école guinéenne.